les Américains, ils n'ont pas le même sens du détail que les Japonais, je te le dis. Hein. Un peu. Alors, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Bon, moi, ce qui m'avait empêché de le faire, c'est pour ça que j'étais parti à Hawaï, c'était que je parlais pas anglais. Donc là, c'était vraiment flippant pour moi parce que j'avais aucun moyen de dialoguer, de communiquer. Parce qu'une grande partie de ton voyage, c'est ça en fait. C'est la rencontre avec les gens, la communication. Donc si déjà t'as pas l'anglais, alors il y a beaucoup de pays où ils parlent pas du tout l'anglais. Hein. En Équateur, t'as vu, il y a très très peu de gens qui parlent anglais. T'as la peur un peu de la sécurité, de te perdre. T'as un peu peur de pas faire ce qu'il faudrait. Et tu vois, avoir quelqu'un avec toi, je l'ai beaucoup vécu aussi, hein, des voyages, comme je t'ai dit, avec une petite amie, avec un ami. C'était l'Azerbaïdjan, je crois, ou le Kazakhstan. Incroyable. Le Qatar aussi, magnifique. Noël, ça dure 3 mois. Halloween, ça dure 3 mois. Non, je sais plus, mais c'est genre, ça commence en septembre, puis ça finit en novembre. En novembre, pour donner un ordre de grandeur. Tu vois, toutes les équipes qui doivent travailler là-dessus, tu vois, les costumes, les maquillages. Et moi, je trouve tellement incroyable de faire une soirée avec un Russe, un Mexicain et un Brésilien. C'est du vécu, ça. Et là, ils l'ont aussi, c'est un peu technologique, il y a quand même un casque, il y a quand même des projections, mais c'est tout subtil. Et les sons, la voix off qu'il y a derrière est vraiment parfaite. T'arrives tu fais 3 heures d'attente et puis t'as un iPad dans la main, quoi. Je dis je peux faire l'expérience virtuelle reality avec mon iPhone à la maison. ou juste un film, tu dis bon bah ouais. Enfin. Le gars, ils arrivaient avec une tronçonneuse sans la chaîne, bam, 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 comme ça. Elle tournait vraiment. Ouais. Le gars, il marchait, l'autre avec des battes cassées, vraiment. Et il arrivait comme ça avec sa batte, bam, 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 bam. Il prend un gars, il le met sur la voiture, il le tronçonne. Il y avait vraiment le sang qui se comme ça, qui sort. Puis moi, je me suis tellement senti bête de pas un mot, tu vois, de rien comprendre, de rien pouvoir parler. D'ailleurs, je pense que c'est ce jour-là vraiment, j'ai dit maintenant stop. Faut que j'apprenne l'anglais. Je crois que je suis revenu de ce voyage direct. Cours d'anglais et droit derrière, quelques mois, 6 ou 7 mois plus tard, j'étais à Hawaï. Mais ça va. Ouais. Tu te sens à l'aise? Non. T'inquiète pas, ça va venir. Ça va passer. Non, trop bien. Merci Selim de faire une petite capsule des voyageurs de passage. C'est ça. Comme j'avais fait avec l'épisode 2, j'avais fait avec mon pote Lucas, qui lui a vécu une expérience folle en plein hiver. Il y avait 1,70 m de neige. Génial. Et il a été surfer là-bas. C'était vers Nagano. Et il a dit que c'était incroyable. Incroyable. Donc là, c'est une autre période. On est au mois de juin. Un peu, ouais. C'est un peu plus chaud, un peu plus pluvieux. Surtout aujourd'hui. Et oui, comme je te disais un peu en off, ce qui m'intéresse d'un peu d'explorer dans cet épisode, c'est pourquoi pas aussi que tu nous expliques un peu que tu voyages seul. Donc ça m'intéresse un peu le concept du voyage seul et comment, par rapport à tous tes voyages, comment s'est passé un peu le Japon. Et si on compare un petit peu avec ce que tu as pu faire auparavant. Et aussi, ça m'intéresse ton regard par rapport à l'expo. Donc là, c'est la période de l'expo d'Osaka. Et toi, tu avais pu faire celle de Dubaï, donc ça m'intéresse de comprendre. Moi, je ne l'ai pas fait, mais j'ai fait celle de Milan. Donc Milan, c'était en 2015, Dubaï, c'était en 2021 à cause du Covid. Ouais. Et là, on est en 2025 avec l'expo d'Osaka. Et puis, on pourra peut-être passer un peu de temps aussi sur la partie éclairage, qui sont nos métiers. C'est ça. Donc, je trouve intéressant d'avoir un regard croisé d'éclairagiste. Est-ce que tu me penses un peu d'ici aussi? Ça peut être intéressant. Avec plaisir. Ça te va comme programme? Super. Top. Peut-être tu peux juste te présenter rapidement pour qu'on comprenne qui tu es et d'où tu viens. Alors, je suis suisse. Hein, j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Aigle, qui est juste à l'entrée du Valais. C'est encore le canton de Vaud. Je suis ce qu'on appelle un gamin de talus, en fait. Donc, j'ai grandi entre campagne et montagne. Du coup, j'ai beaucoup cette affinité pour tout ce qui est outdoor, randonnée extérieure. Je fais beaucoup de sports aériens, des sports de montagne, etc. Donc, à chaque fois que je pars en voyage, j'essaye de mêler un petit peu cet aspect outdoor avec ma volonté de découverte culturelle, tu vois.
Et donc, professionnellement, tu le sais, hein, je travaille pour une entreprise italienne d'éclairage. Bon, on peut mentionner, hein, on n'est pas à la radio. Qui s'appelle Iguzzini. Mhm. Voilà, donc c'est une multinationale italienne. Mon poste étant key account manager pour la partie retail. Donc, je gère le déploiement des boutiques des gros clients horlogers en Suisse. Voilà. Ok. Sinon, quoi d'autre personnellement, voilà, je suis un voyageur, effectivement, comme tu l'as dit. Je voyage 2 à 3 fois par an, au minimum. J'utilise tout mon solde de vacances uniquement à voyager. Et tous tes miles. Et tous mes miles, et tout mon argent. et ça me permet de me ressourcer, ça me permet de découvrir des cultures, ça me permet de rencontrer plein de gens, Voilà, je suis un grand fan de voyage. Donc là, cette fois-ci, c'est le Japon. Ça faisait très longtemps que je voulais venir. C'est la première fois. C'est ma première fois au Japon. Voilà. Ok. Donc le choc est énorme, même si je m'attendais, tu vois, un petit peu à comment ça allait se passer. Mais ouais, ça a été... Alors pourtant, j'ai fait plein de pays un peu... Voilà, j'étais au Rwanda, j'étais en Équateur récemment, qui sont quand même des pays très spécifiques, avec des cultures très loin de celles qu'on a l'habitude de vivre. Mais le Japon, c'est encore autre chose. J'aime bien dire que ici, c'est pour moi, avec les États-Unis, si je compare avec le Rwanda, les Japonais vivent de manière très similaire à la nôtre, mais de manière totalement différente. Oui. Et les Américains aussi, si tu veux. C'est-à-dire, tu sens voilà, que la ville ressemble quand même un petit peu à notre vie ou à notre ville. Mais par contre, tout est différent, tout est spécial, tout est original. Exact. Et ouais, pour ceux qui veulent un choc de culture, le Japon, ça reste quand même une des destinations phares pour ça. Ah ouais, tu prends une claque quand même. Moi, ce que j'ai adoré, alors j'ai adoré Tokyo. Osaka, j'ai pas encore trop visité parce que tu sais, j'ai fait l'expo. Après, j'ai fait Universal Studios hier. J'ai un peu mal aux pattes, d'ailleurs, je te cache pas, entre les 2 jours. Mais Tokyo, c'est vraiment ce mélange de ces 2 cultures, tu sais, très ancienne, très polie, très cadrée, etc. Et la pop culture manga, tu débarques à Akihabara, c'est waouh, il y en a de partout, il y a des cosplays partout, les gens crient, rient, etc. Et tu passes 2 rues et tu as cette traditionnalité japonaise très zen, et c'est vraiment 2 mondes qui sont très loin l'un de l'autre et qui en même temps sont mixés parfois dans le même quartier. J'adore. Franchement, c'est excellent. J'ai adoré Tokyo. C'est vrai. Voilà, Osaka, c'est encore différent. Tu verras. Surtout, c'est peut-être difficile en tant que voyageur, mais très différent en termes culturels. Les gens, les personnalités. J'ai bien comparé entre un Milanais et un Napolitain. Ouais, okay. On est plus proche du Napolitain que du Milanais. D'accord. Okay. Et le Tokyoïte, il serait plus proche du Milanais dans l'esprit, pour ceux qui connaissent un peu l'Italie. Ouais. Mais après aussi, en termes d'architecture, on est aussi dans 2 ambiances complètement différentes. Ouais. Faut pas trop comparer. Ouais. Et tu me racontais donc voyage seul. Ouais. Donc, comment tu prépares ça? Enfin, c'est vraiment sac à dos, je pars, tu prends des hôtels, des auberges jeunesse, tu mixes, Alors, ça dépend de la destination, en fait. Okay. Quand c'est une destination très, on va dire, civilisée, où il va y avoir beaucoup de villes, des transports qui sont bien organisés, comme au Japon, par exemple, j'ai tendance à pas prendre mon gros sac, parce qu'en fait, tu t'embêtes plus avec ton gros sac qu'autre chose. Tu es dans les transports, tu prends beaucoup de métro. Si tu changes d'hôtel tous les jours, tous les 2 jours, c'est compliqué. Donc, en Équateur, par exemple, mon dernier voyage, je suis parti avec mon gros sac à dos parce que voilà, je savais que j'aurais besoin de pouvoir être mobile, etc. Pour le Japon, je suis parti avec une valise. J'ai hésité un moment, disant je prends mon sac, je prends pas mon sac, et puis
j'ai dit non, et j'ai parlé avec pas mal de gens qui sont venus ici puis qui m'ont dit tu vas t'embêter avec ton sac, honnêtement, tu vas te poser tu vas te retrouver dans le métro avec ton énorme sac, des gens tout autour de toi, c'est pas mieux top. vaut avoir ta petite valise. Et puis il y a aussi la séquence d'hôtels, comme à Tokyo je restais 5 nuits. Tu vas avoir ton gros sac, finalement, ça te sert à quoi? Si tu n'as pas besoin de mobilité, tu prends une valise. Donc là, j'ai pris ma valise. Donc voilà, ça, c'était l'organisation, on va dire, technique juste. Mais pour répondre à ta question, je me prépare en règle générale. Je prends mes billets d'avion 6, 8 mois, 9 mois à l'avance. Comme ça, j'ai des bons tarots. Hein. J'ai la chance de ne pas avoir besoin de partir pendant les vacances scolaires, pas de femme, pas d'enfant. Donc, je choisis vraiment mes moments. Je prends mes billets d'avion très à l'avance. Et puis après, je laisse le temps filer. Et puis, 3 semaines avant, je me rush pour tout préparer. Je regarde mes petits guides, etc. Mais j'aime pas quand c'est trop préparé. Je suis plutôt dans un style de backpacking. Donc, je débarque et puis j'ai... en règle générale, j'ai les 2 premières nuits et les 2 dernières nuits qui sont calées dans un hôtel, etc. Et puis après, souvent, le reste, j'ai rien de prévu. Je fais beaucoup en fonction de la météo, parce que comme je t'ai dit, je fais beaucoup d'outdoor. Donc, voilà, je vois que la météo n'est pas bonne, ok, je vais là. La météo elle est bonne là-bas, je vais là-bas. Hop, je prends mon sac, j'y vais, je fais une activité, etc. Donc, je prévois vraiment le moins possible. J'aime beaucoup marcher, je marche vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, il faut que je puisse être un petit peu, on va dire, dans la possibilité d'aller où je veux quand je veux, donc pas trop me restreindre, pas trop préparer non plus à l'avance. Je prépare des bases, là, comment sont les transports, comment ça se passe au niveau argent, carte, etc. Tu vois, vraiment les bases. Mais le reste, tu te laisses emporter, Ouais, avec les rencontres, des voilà, fois. c'est ça. Et puis voilà, des fois, j'atterrais à des endroits que j'avais pas du tout prévus parce que j'ai rencontré un groupe de personnes qui m'ont dit demain on va là-bas, viens avec nous. Ah ok, c'est bon. C'est ça qui est génial. C'est ça. C'est les souvenirs. Rencontres, les gens, le fait d'improviser et de vivre le moment en fait. Voilà, c'est de vivre l'endroit, de vivre le moment, de vivre la culture, de vivre. Parce que chez nous, en fait, je vais faire une petite parenthèse vite fait, hein, mais on ne vit pas vraiment, on travaille, on a des activités un petit peu fixes, je fais du sport 3 fois par semaine, le dimanche je vais voir la famille, le samedi soir avec les copains, et puis repeat, tu vois, et c'est un peu le principe de ces voyages-là, c'est d'avoir l'opportunité de faire autre chose, de profiter. Ouais. Et c'est vrai que je dis toujours, ça te sort de ta zone de confort. Et c'est vrai que, tu vois, moi, mon premier voyage, je l'ai fait à 30 ans, comme ça, quand je suis parti à Hawaï. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont la peine à s'imaginer de faire ce voyage-là, de vraiment, si toute ta vie, t'es voyagé avec une copine, t'es parti en famille ou avec des amis, ça peut beaucoup, je pense, moi, ça m'a freiné un petit peu. Même si j'avais cette énorme envie d'aventure, mais il y a peut-être aussi des croyances limitantes, mais dans le sens, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette peur-là. Je la comprends parce que tu as la peur un peu de la sécurité, de te perdre, tu as un peu peur de ne pas faire ce qu'il faudrait, et tu vois, avoir quelqu'un avec toi, je l'ai beaucoup vécu aussi, des voyages, comme je t'ai dit, avec une petite amie, avec un ami. Tu as un peu ce support, tu vois, de cette deuxième personne. Tu as quelqu'un sur qui tu peux compter. Si un jour tu n'es pas bien, tu peux tomber malade, etc. Tu as quelqu'un. Donc oui, effectivement, je te comprends, tu as cette possibilité de peur. Et je l'ai toujours. C'est plus de l'impréhension maintenant, de me dire, j'espère que tout va bien se passer, etc. Plus qu'une peur. Mais ouais, je comprends ton... Ouais, c'est toujours... Alors maintenant... Vraiment pas, tu vois. Maintenant, même j'adore. Pour moi, j'adore mon petit moment à moi. Ouais. Ou même pour le voyage, même pour des voyages business. Voilà, vraiment prendre son sac, aller à l'aéroport. Je kiffe ce moment-là.
Mais c'est vrai que les premières fois, c'est toujours un peu gênant. Un peu. Alors, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Ouais. Bon, moi, ce qui m'avait empêché de le faire, c'est pour ça que j'étais parti à Hawaï, c'était que je parlais pas anglais. Donc là, c'était vraiment flippant pour moi parce que j'avais aucun moyen de dialoguer, de communiquer. Et c'est pour cette raison, c'est après mon voyage en Équateur, parce que j'avais aussi fait un voyage en Équateur. T'as aimé? J'ai adoré. Et je suis tombé dans une auberge jeunesse géniale au pied du Cotopaxi. C'est la grande montagne. Ouais, je l'ai monté. Tu l'as monté? Ouais, moi aussi. Bah, pas jusqu'en haut, mais j'ai fait jusqu'au là où il y a la neige, avant qu'il y ait la neige. Je sais plus, c'était plus haut que je suis monté, c'était à 5005 ou 5000 et quelques. Bon, j'ai triché, hein, la 4x4 jusqu'à, puis j'ai fait les 600 derniers mètres. Ah ouais, ok. Mais bon, après, tout le monde fait comme ça. Ouais, mais après, j'ai fait quand même 4-5 jours de rando à 3008 ou 4000 avec des 1000 quelques mètres de dénivelé. Et ouais, c'était tellement frustrant pour moi d'arriver. C'était une auberge vraiment géniale où tu avais chacun sa chambre, tu avais soit dortoir, soit chambre individuelle ou mixte. Et puis, tu avais une grande table et tout le monde pouvait parler. Puis moi, je me suis tellement senti bête de pas un mot, tu vois, de rien comprendre, de rien pouvoir parler. D'ailleurs, je pense que c'est ce jour-là, vraiment, j'ai dit, maintenant, stop. Il faut que j'apprenne l'anglais. Je crois que je suis revenu de ce voyage direct... Cours d'anglais, et droit derrière, quelques mois, 6 ou 7 mois plus tard, j'étais à Hawaï. Pour apprendre l'anglais aussi, pas que, mais c'est vrai que c'est ça qui m'a souvent aussi bloqué et fait peur, tu vois, dans le voyage seul. Ouais, t'as bien fait, c'est essentiel de pouvoir communiquer. Parce qu'une grande partie de ton voyage, c'est ça en fait. C'est la rencontre avec les gens, la communication. Donc si déjà tu n'as pas l'anglais, alors il y a beaucoup de pays où ils ne parlent pas du tout l'anglais. Hein. En Équateur, tu as vu, il y a très très peu de gens qui parlent anglais. Moi, je parle très 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 peu l'espagnol. Ça a été un peu un facteur bloquant, mais finalement, tu t'arrives à te débrouiller un peu avec des gestes, avec genre de choses. Mais c'est vrai que si tu n'as pas déjà en plus pas du tout l'anglais, c'est difficile pour rencontrer d'autres voyageurs. C'est ça, déjà même pas forcément les locaux, mais dans ces auberges jeunesse, c'est beaucoup fait aussi pour rencontrer les autres voyageurs. Bien sûr. Ouais. Et moi, je trouve tellement incroyable de faire une soirée avec un Russe, un Mexicain et un Brésilien. C'est du vécu, ça. Non, c'était quand j'étais à Londres, mais moi, je trouve ça tellement génial, tellement excellent. Cool, tellement ouvert d'esprit de se faire ce genre de soirée que c'est des souvenirs qui sont incroyables. Et ils sont tous dans le même mood que toi, en plus, ces gens-là. Tu vois, ils sont tous dans le but de te rencontrer, de passer un bon moment convivial. Donc, ça marche assez facilement, les auberges de jeunesse. J'aime beaucoup. C'est vrai. Et bon, je n'en ai pas fait beaucoup, mais c'est vrai qu'il y en a certaines qui sont vraiment cool parce qu'elles sont faites pour... toi, il y en avait... Celle que j'avais fait au Cotopaxi, c'était top, franchement, parce qu'en fait, ils te faisaient le repas du midi et le soir. Il n'y avait qu'une grande table. Donc, c'était hyper convivial, quoi. Moi, je trouvais ça... incroyable, l'idée, le concept. Si je retrouverai, je mettrai le lien dans le descriptif pour ceux qui veulent aller. Ouais, c'est intéressant. C'était vraiment une belle expérience. C'est un magnifique pays, l'Équateur. J'ai adoré aussi. Ouais, puis c'est vrai que c'était un très beau pays et un climat aussi. Moi, j'avais fait Amazonie, Cotopaxi, un peu les Andes, plus l'Amazonie à l'est. À l'est et comment ça s'appelait? Les îles Galapagos. Alors, les îles Galapagos, c'est un truc de fou. Alors, j'ai malheureusement pas eu le temps d'y aller, mais il paraît que c'est incroyable. C'est incroyable. L'Amazonie, j'ai pas trop aimé. J'ai pas eu trop de chance sur le guide. J'ai l'impression d'avoir vu un mur de forêt pendant 5 jours. Tu vois, j'avais cette image où je pouvais avoir un peu d'auteur, voir un peu l'Amazonie. C'est difficile, puis, ça. J'ai fait 5 jours de pirogue et que des murs de forêt. T'as pris un guide, un tour opérateur. T'es obligé. Mais c'était pas... c'était pas une expérience incroyable, si ce n'est... les toilettes, mais j'expliquerai pas les détails. C'était quelque chose. Je viens de croire. Mais ils ont quand même fait l'effort de mettre une cuvette, je précise. Ah, quand même. Oui. T'as eu de la chance. C'était un bon tour opérateur. C'était sympa. Non, puis en plus de ça, c'était drôle parce que j'avais tellement d'images, je m'attendais à me mettre dans la peau de Mike Horn.
Puis en fait, ils avaient pris la monstre glaciaire avec toutes les bières pour chaque soir. Tout était prêt. J'étais apuré. Moi, je voulais dormir sous tente, je voulais des piqûres de moustiques. Non, t'arrivais dans un petit village, t'avais ta petite moustiquaire, ta bière fraîche chaque soir. J'étais là, ok. Ouais. On pêchait les piranhas à coups de morceaux de poulet. Génial. Mais c'était drôle. Non, l'expérience, c'était quand même drôle. Si on change un peu de sujet, yes. Puis on revient un petit peu à cette expérience d'expo. Donc moi, j'avais aussi l'occasion d'y aller. Et donc comment tu l'as trouvé, si tu compares à ce que tu as vu à Dubaï en termes de taille, en termes d'exposants, en termes d'expérience, comment est-ce que tu as... Alors déjà, c'est fondamentalement différent parce que Dubaï, c'était juste post-Covid. Tu sais, ça avait été repoussé à cause du Covid. Donc j'y suis allé, il y avait très très peu de monde. C'était pas la grosse expo comme ça a pu l'être à Milan ou comme ça l'est là à Osaka. Osaka, c'était blindé de monde. Maintenant, Osaka, au niveau déjà infrastructure, moi je viens du stand expo à la base, avant d'être dans l'éclairage. Donc on a fabriqué ces gros pavillons, ces gros stands expo pour Baselworld, etc. Donc moi j'avais déjà la volonté de voir cette vision infrastructure, donc organisationnelle, en termes logistiques, en termes même, tu vois, toilettes, positionnement, etc., zone de passage et tout ça. Et ça, pour ça, alors, c'est top. Enfin, je veux dire, c'est plus que top. C'est réglé comme une horloge. T'as pas besoin de chercher. Tout est indiqué. Cette grosse ring là en bois, c'est splendide. L'infrastructure, la fabrication du truc, c'est malade. Et tu montes là en haut, t'as cette vue et tu vois l'autre bout du ring et tu te dis, c'est super loin. Ah, c'est hyper grand. C'est gigantesque. Et en même temps, c'est tellement bien organisé, tous ces petits quartiers, ces quartiers en fonction de thématiques, etc. C'est facile à te repérer. C'est très très bien organisé comme on s'attend d'une organisation à la japonaise. En comparaison avec Dubaï, c'était bien organisé aussi, mais comment dire, différent dans le sens où les distances étaient plus longues pour aller parcourir d'un endroit ou un autre, par exemple. Les bâtiments étaient beaucoup plus grands, les pavillons beaucoup plus grands à Dubaï. C'était un peu plus le gigantisme des Emirates, un peu le luxe des Emirates, tu vois, alors qu'ici au Japon, c'est plus sensoriel, c'est plus visuel. Donc ça, c'est pour les infrastructures. Franchement, là, il n'y avait rien à dire. Niveau organisation, transport, tout ça. Je suis parti le soir, moi, 22h, quand ça fermait, 21h30. Il y avait toutes ces on doit être une dizaine de milliers de personnes qui sortaient en même temps. Là, je me dis, on va voir combien de temps. Là, je pense qu'il y en a pour 2 heures d'attente du métro. Et tu parles. Rien. Bon, tu marches au pas ou très lentement, tu fais cette boucle comme ça. Et tu arrives au métro, il y a des milliers et des milliers de personnes et tu as des métros qui partent et qui viennent toutes les 2 minutes. Ça débite, t'attends pas. C'est top. Je pensais que là, tu vois, c'était limite. Je me suis dit, là, on va voir comment ils organisent. Parce qu'à l'arrivée, en fait, tout est dilué, tu vois, en fonction des heures d'arrivée. Mais au départ, tout le monde veut partir en même temps parce que ça avait le show de nuit. Les drones, c'est ça? Non. Ouais, il y avait les drones, ouais. Alors, il y en a 2, il y a les drones et puis il y avait aussi un mapping visuel sur le ring? Non. Non, pas sur le ring, sur le pavillon expo à l'entrée, juste à côté du pavillon japonais. Donc moi, j'étais de l'autre côté, porte ouest, et du coup, j'ai vu les drones. Mais il y a beaucoup de gens qui restaient là pour ça, donc tout le monde est parti en même temps. Donc il y avait toute cette masse de personnes qui partaient à la gate pour partir. Et là, je me suis dit, ok, on va voir l'infrastructure, et voilà, ils ont cartonné. C'est incroyable. Donc voilà, ça c'est pour l'infrastructure. Et c'est vrai que
Alors, malheureusement, ici, ils ont une mauvaise pub parce c'était un peu difficilement inévitable, mais ils ont eu 2-3 bugs les premiers jours. Et il y a eu 2 heures d'attente pour rentrer le matin. Il a plu, c'était une journée comme aujourd'hui, il pleuvait beaucoup. Du coup, il y a eu des milliers de gens qui sont sortis. Ils ont mis 2 heures pour sortir. Mais en même temps, voilà, je sais pas, si tu vas le premier jour, t'attends pas qu'un gigantisme comme celui-là soit parfait. Quoi. Ouais. Maintenant, je pense que c'est pas le cas. Je crois qu'il y a toujours l'attente matin. T'es arrivé vers quelle heure Moi, je voulais pas trop aller le matin parce qu'il y a beaucoup de monde. Et je crois que c'est toujours le cas. Ouais. Faut pas arriver. C'est pas conseillé d'arriver à 9h, mais plutôt 11, midi. Toi, t'arrives Je suis arrivé à midi, aux alentours de midi. Il y avait. C'est bon, ça rentrait. Même pas attendu. Je crois que c'est surtout les premières heures. Ouais, probablement. Ouais, où on peut avoir un petit peu d'attente. Moi, je pense qu'on a meilleur temps d'arriver. Enfin, moi, le conseil que je peux donner, c'est vraiment plutôt exactement comme tu as fait toi. Midi, 21h. Ouais. C'est nettement plus fluide. Profiter de certains. Tu as pu faire les grands pavillons vers quelle heure du coup? Tu as quand même pu aller au Français, tu disais? Alors, sur ce coup-là, j'ai pas été très bien organisé. Avec les loteries et tout ça, mais c'est pas terrible comme ça. J'avais pas compris. Je croyais qu'on pouvait facilement s'inscrire, qu'il y ait des slots tu vois, chaque heure, tu as un certain nombre de slots. À Dubaï, c'était comme ça, en fait. Tu t'inscrivais, chaque heure, tu t'inscrivais pour 1 heure après, par exemple, tu vois. Et là, en fait, c'est que tu dois t'inscrire très tôt le matin pour les slots du jour, mais il y en a tellement peu que tu rêves pour les avoir. De toute façon, ça sert à rien. Donc, tu es obligé de participer aux loteries. Et comme je n'y avais pas participé avant, j'avais pas mes réservations pour certains des pavillons qui étaient uniquement sur réservation. Ça, je trouve un peu dommage d'ailleurs qu'il y ait certains pavillons qui soient que sur réservation. À Dubaï, c'était pas le cas. Okay. Dubaï, il y avait toujours une queue qui était walk-in. Donc tu arrivais, après, des fois, tu tapais 3 heures d'attente. Mais tu avais quand même l'opportunité d'y aller. Tu vois, moi, j'avais vraiment envie d'aller faire le Gundam. On m'a dit désolé, mais il n'y a pas Panasonic pareil. On dit désolé, aujourd'hui, c'est pas possible. Vous ne viendrez pas. Je dis mais puis un autre jour, ils me disent non, on est full là pendant 3-4 jours. Donc ça, je trouve un petit peu, je trouve un peu dommage qu'on n'ait pas l'opportunité de tout voir. Donc j'en ai vu quand même certains, et ceux que je voulais voir, la France notamment, j'en ai fait 7 ou 8, la France, les États-Unis, la Suisse. Ah, t'as quand même pu y aller alors. Mais t'es allé un peu plus tard, du coup Ouais, alors je te cache pas que sur la dernière heure, j'en ai fait 3. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, ils te laissent rentrer, il n'y a plus de file d'attente. Donc là, j'ai pu faire l'Arabie Saoudite, incroyable. J'ai pu faire l'Australie aussi, qui était sur réservation toute la journée, qui finalement laissait rentrer le soir. J'ai fait l'Indonésie aussi pendant cette dernière heure là où j'ai un peu rushé. Je courais un peu comme un débile en disant lequel je peux aller voir. Ah là c'est ouvert, allez j'y vais, tu vois. Mais j'ai vu, disons, je suis déçu de ne pas avoir pu faire celui du Japon. J'aurais vraiment, c'est au Japon, je voulais aller le faire, j'ai pas pu. Mais tu sais, j'ai encore 3 jours là après où j'ai rien de prévu. Dans une semaine, et je me dis voilà, est-ce que peut-être je retourne, est-ce que je reprends un ticket, je retourne peut-être une demi-journée pour aller faire les quelques pavillons que j'ai pas pu faire. Et sinon, voilà, mais 7-8 pavillons en une bonne demi-journée, c'est pas mal hein, quand même. Ouais, c'est immense. Ce qu'il faut. Moi, en une journée, j'ai fait 9h, non, c'était 10h, 18h. Ouais. La seule fois où je suis allé, moi j'étais invité. Alors, j'ai un peu triché parce que c'était en VIP. Ah. Donc, t'as l'entrée VIP à droite, donc c'est plus facile. Puis, souvent, ce qui est cool du point de vue business, quand ils font des événements business, ils donnent des accès au pavillon dans une liste. Donc, oui, tu as VIP pour la Suisse, l'Autriche, la France, puis tu as des heures pour aller et tu rentres en rapide. Ah ouais. Ça, c'est la version triche. Mais même comme ça, j'ai pu faire 5-6 pavillons, pas plus. Ouais. Et j'ai l'impression d'avoir fait... Alors, j'ai pas couru, parce que c'était plutôt en business, on était plutôt en groupe, donc voilà, ça prenait un peu plus de temps. Mais par contre, j'étais en entrée directe, ça c'était cool. Mais
Je pense que j'ai fait 30%. Allez, peut-être en visite à pied, un peu comme ça, 50%. Ouais. Mais pas plus. Hein. Pour toi, tu as eu plus de temps parce que tu es resté jusqu'à 21h. Puis j'étais seul. Ouais, tu étais seul. J'étais seul, donc moi je suis allé partout. Quoi. Ouais. Mais tu as réussi à tout faire quand même Alors, à voir tous les pavillons extérieurs, je pense que je les ai à peu près tous vus. Ok. Ouais. Mais j'ai beaucoup marché. Ce jour-là, j'ai fait 26 km, je crois. Tu vois. Okay, et au pas de charge, hein, quand même. J'étais pas dans le même niveau. Parce que tu vois, comme j'avais pas ces entrées, j'allais d'un pavillon à l'autre en me disant je vais peut-être pouvoir rentrer à celui-ci, parce que des fois on me disait mais reviens dans 1 heure, 2 heures, on va rouvrir la file. Donc je revenais, je repartais, et du coup j'ai fait un peu l'étoile comme ça là-bas dedans. Et puis non, je pense que j'ai vu tous les extérieurs. Moi c'était un de mes objectifs. Parce que donc tu as les infrastructures qui m'intéressaient beaucoup, tu as l'architecture extérieure, et puis après tu as l'intérieur. Et je voulais vraiment voir les extérieurs, parce qu'il y a des pavillons qui sont juste incroyables. C'était l'Azerbaïdjan, je crois, ou le Kazakhstan, incroyable. Le Qatar aussi, magnifique. Je ne sais plus c'est qui l'architecture. Je ne sais plus, mais il en a fait plusieurs. Ouais, je crois que c'est Kengo Kuma, mais je ne sais plus qui c'est. Mais le Qatar, le détail, mais c'est folie. Ouais. C'est la folie. Bon, pour les architectes et les designers qui nous écoutent, c'est... Ah, il faut. Et un niveau, moi ce qui m'a choqué dans les infrastructures, un niveau de détail exceptionnel. Mais je dis exceptionnel, c'est le raccord des pavés au sol entre eux sont... Ouais. C'est des détails que... Parfait. Voilà, il faut être du métier pour regarder. Ça peut faire rire les gens, mais il est débile de regarder ça. Mais c'est parfait. C'est important. Et le ring, il est parfait. Ouais. S'il n'y a pas un raccord, pas un... C'est tout est... La structure, tu dis du... Tout la structure, il y avait une chose qui était un peu dommage, mais je pense que là ils ont fait un peu une erreur, c'est qu'ils voulaient mettre de la verdure sur le ring, et ça a séché. Je pense qu'ils n'arrivaient pas, ça poussait pas, ils n'ont pas eu le temps de faire pousser, mais tout le reste c'est parfait. Et le Qatar, ils ont fait donc justement avec un architecte connu japonais. Je mettrai, j'ai fait les photos aussi. Et c'est... Mais dedans, c'est nul. Alors, j'y suis pas allé parce que tu m'as dit ça vaut pas la tente, vas-y pas. Donc, je suis pas allé. C'est magnifique, c'est une tente. Ils ont fait un petit eau à débordement là sur le côté, tu vois le bandeau. Incroyable. Et tu rentres dedans. Juste une petite pause dans cet épisode pour vous dire, si ce que vous entendez vous plaît, pensez à partager ce podcast autour de vous, à un ami, un collègue ou quelqu'un que ça pourrait inspirer. Et si vous laissez une évaluation ou un commentaire sur votre plateforme préférée, ça m'aide énormément à le faire connaître. Merci pour tout et on retourne à l'épisode. C'est très bien fait. On voit qu'il y a beaucoup d'argent. Mais l'expérience est toute simple. C'est-à-dire tu rentres et puis il y a un bloc au centre. Ils ont présenté toutes les villes du Qatar. Ouais. Et puis au centre, il y a une vidéo de présentation. Et voilà. Alors, tout ça dans un énorme pavillon quand même. Alors les villes, c'est joli parce que ils ont du point de vue technique, design, c'est bien fait. Parce que c'est vraiment des plaques en métal qu'ils ont tout découpé à la CN. Ils ont fait tout un visuel avec des photos magnifiques. Mais je ne ferais pas 2 heures d'attente pour ça, quoi. Moi, je l'ai fait parce qu'il n'y avait personne. Et puis, j'avais 10 minutes d'attente. J'ai dit, j'y vais. J'ai eu la chance de pouvoir le faire. Mais ouais, il y a eu d'autres expériences qui étaient beaucoup plus intéressantes que ça, quoi. C'est laquelle que tu as préférée ? Moi, j'ai adoré Innovation Center. J'ai pas pu. Mais je comprends que c'était chaud. Nous, on a eu la chance d'avoir un slot pour ça. Déjà, l'extérieur, il est incroyable. L'extérieur, donc, il faut, pour vous imaginer, les auditeurs, c'est des cubes qu'ils ont mis une toile tendue en version miroir. Et qui vibre. C'est avec incroyable. Des bruits, des sons incroyables. Et dedans, alors l'expérience est belle, mais pas... ils ont voulu faire un truc un peu où tu discutes avec une IA. Et ils ont fait un cube tout en verre, tout vitré, avec différents niveaux d'écran.
Mais les visuels et tout, ça donne super bien avec un écran au centre, tu discutes avec l'IA. Mais ouais, par contre, c'est un peu bateau. La discussion, tout ça, c'est un peu Mais elle nul. était représentée graphiquement ou c'était que du vocal, C'était un la peu, discussion avec ouais, l'IA? c'était un peu graphique, vocal. Ça voulait pas dire grand-chose. Et puis, t'échangeais pas, franchement, super inspirant. Mais les effets visuels et sonores sont vraiment top. Et le deuxième que j'ai adoré, bon, j'en ai pas fait beaucoup de nouveau, hein, mais que je recommande, et il n'y avait pas beaucoup de monde, étonnamment, c'était le Women's Pavillon. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le faire. Ouais, je l'ai fait. Très sympa celui-là. Par Cartier, c'est poétique, c'est beau, c'est hyper bien fait. Il y a cette salle où tu médites un peu, là, avec une grande table à haut, à débordement. C'était un peu zen cet endroit-là. C'était, Et où j'ai trouvé très beau, c'est aussi un qui a... Parce que aujourd'hui, tous les pavillons, c'est rempli de moniteurs, d'écrans partout. Ouais, alors c'était un peu ce qui m'a dérangé. Ouais, pareil. Et des fois, tu te dis, mais... Et là, ils l'ont aussi, c'est un peu technologique, il y a quand même un casque, il y a quand même des projections, mais c'est tout subtil. Et les sons, la voix off qu'il y a derrière est vraiment parfaite. J'ai trouvé par rapport à d'autres qui sont un peu too much. Des fois, parce que de nous, on disait à l'extérieur, autant je suis d'accord avec toi, à l'extérieur, j'ai adoré, j'ai trouvé beaucoup de pavillons magnifiques. Autant à l'intérieur, il y a de tout. Hein. Alors, est-ce qu'on parle du Suisse? J'ai pas eu l'occasion d'y aller, en fait. C'est honteux. C'est vrai. Désolé pour voilà, mais non, c'est honteux. Moi, j'ai fait celui de Dubaï. C'était ce grand cube avec un miroir. Ça faisait un prisme de façon à ce que ça reflète le tapis rouge au sol. Et il te donnait un parapluie rouge et t'allais te mettre comme ça sur ce triangle et tu te voyais dans ce prisme. C'était incroyable. Et à l'intérieur, l'expérience était aussi folle. C'était que tu rentrais dans une salle où tu avais une projection de montagne et tu étais dans un nuage. C'est-à-dire que tu avais vraiment un nuage, un vrai nuage qui était créé à l'intérieur de cette salle-là et tu avais l'impression d'être dans les Alpes. Il y avait même de l'air frais, il y avait un peu du vent. C'était voilà, une expérience sensorielle qui était vraiment marquante. Et là, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi. Je te dis pas, je te gâche pas, je vais pas te spoil, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose, quoi. Y a pas... Ça parle pas de la Suisse, bon, ça, ok. Chaque pavillon ne parle pas forcément de son pays. Ça dépend s'il veut parler d'un thème ou s'il a envie de mettre en avant une culture ou une technologie, etc. Mais là, la Suisse, Alors, EPFL. En gros, c'est l'EPFL qui a fait la salle arrière. C'est ça. Parce que... Mais ce qu'il y a dedans, c'est ridicule. Vraiment, c'est ridicule. Moi, je l'ai suivi de l'intérieur dans le sens qu'ici, j'ai fait plusieurs événements et je suis ce qui s'appelle le Swiss Next, qui est... Alors, l'idée, elle est géniale, c'est le consulat. Donc, ils utilisent le consulat par exemple, c'est jamais la ville principale parce qu'il y a l'ambassade. Donc, c'est toujours la ville un peu secondaire. Il y en a 7 ou 8. Par exemple, aux États-Unis, c'est Boston. C'est pas Washington. D'accord, ouais. C'est pas Séoul, c'est une autre ville en Corée. Et ici, c'est Osaka. Et ce consul, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent beaucoup plus en avant. Ils appellent ça Swiss Next dans le sens, si j'ai bien compris, il faudrait reposer la question, mais un peu dans le sens suisse, science, technologie, innovation. Donc, ils ont plusieurs personnes qui s'occupent de mettre en avant le savoir-faire, la technologie, les liens entre les écoles. Tu vois, c'est pas juste un consulat où je viens avec mes enfants pour faire le passeport. Tampon, voilà, c'est ça. Et ils sont un peu occupés de ça, et je sais qu'ils ont... après, c'est plutôt l'équipe suisse du DFAE qui s'occupe de ce genre de projet. Et je sais qu'ils ont voulu mettre beaucoup l'accent sur la technologie et la mise en avant des startups, savoir-faire
suisse. Ils ont essayé. Mais ouais, je pense que l'exercice il est un peu compliqué parce que entre celui qui fait je sais pas moi, de l'huile ou de l'hydrogène, c'est pas toujours facile de mettre en avant. Ouais, c'était axé robotique. Robotique. Avec cette espèce de bras c'est un gilet que tu mets et t'as un bras qui est là et en fait que tu fais bouger comme une main au moyen de ton plexus en fait. Bon, ok. Et puis après il y avait un peu d'IA. Alors je te raconte juste le truc IA, c'est que t'as un écran et tu te pointes devant, t'as une caméra et ça te vieillit. Mais c'est un truc qu'on a dans des apps sur notre téléphone depuis 5 ans, quoi. Et enfin, voilà. Honnêtement, je veux pas dire trop de mal, mais j'étais déçu du pavillon suisse. J'étais déçu aussi de l'extérieur. Alors, beau ou pas beau, ça, c'est très personnel. Mais ça, quand tu lis ce qu'ils ont voulu faire, cette légèreté, l'écologie, ils disaient voilà, on n'a pas voulu utiliser des matériaux, hein, et tu regardes ces bulles et tu dis mais c'est du plastique. Vous avez fait des bulles en plastique. Ça a une ressemblance un peu écologique aérienne, mais est-ce que vraiment c'est écologique? Alors peut-être que l'empreinte carbone derrière est faible, je sais pas. Mais ouais, un peu déçu du pavillon suisse. C'était vraiment, voilà, tu vois, j'avais Dubaï en tête. Et c'était un des meilleurs pour moi à Dubaï. Puis après la suite, je suis passé sur le pavillon français, tu l'as vu? T'as été dedans? Non, j'ai pas encore eu l'occasion. Alors c'est un peu, là je veux vraiment pas spoiler parce que vraiment celui-là il faut aller le faire. Alors il y a il y a un gros groupe qui est un sponsor, LVMH, donc qui a mis forcément beaucoup d'argent pour aider à la conception de ce pavillon. Et donc il y a un peu, c'est un peu dédié à certaines marques de LVMH, mais c'est tellement beau, c'est artistiquement incroyable comme ça a été fait, le niveau de détail, le niveau de précision, la beauté du truc, l'expérience visuelle et musicale que tu as dans ce pavillon-là, c'est incroyable. Ouais, parce que je suis sorti, j'étais là. Wow, je suis bluffé. Tu vois, comme quoi. Et comme quoi, moi, j'ai d'autres personnes ça a moins touché. C'est vrai? Ouais, c'est marrant. Okay. Mais je pense qu'il faut avoir un peu un regard créatif pour... peut-être, ouais, je sais pas, pour être ouvert à ce... C'est possible qu'il y ait des gens qui se soient dit, ouais, c'est un coup de pub pour certaines marques. Oui, voilà. Celui que j'ai entendu, c'était ça. Ouais. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Par contre, j'ai suivi un peu l'histoire de l'artiste qui a fait ça. Ouais. Je mettrai en description, je me souviens plus de son prénom, parce que j'ai vu un reportage où elle expliquait ce qu'ils appellent pulsation. Donc tout le long, j'ai compris qu'il y a comme une pulsation du cœur et toute une histoire autour. Et moi, les images que j'ai pu voir, ça avait l'air vraiment incroyable. Ouais. Donc il est dans ma liste. Je t'invite vraiment à y aller. À faire l'expérience. Ouais. Et ouais, pour les marques, voilà, bon, nous, c'est notre métier, donc on a peut-être un regard un petit peu différent et ça nous gêne peut-être moins ce côté-là. Ou moi, ça me dérange pas plus que ça. Et je trouve toujours intéressant de mise en avant. Mais... ça m'a... À un moment, je me suis dit, tiens, c'est quand même très un peu publicitaire. Mais en même temps, tu dois te dire, il pourrait pas avoir ça s'il y avait pas ces marques-là. Et ces marques-là sont très représentatives de la France. C'est du savoir-faire, de l'artisanat, etc. Parce qu'avant d'être ces très très grosses marques de luxe, ça reste quand même un artisanat de précision. C'est fait à la main. Voilà, c'est pas juste un sac que tu vas acheter dans un shop. Il y a tout un savoir-faire derrière, et quand tu sais ça, ils l'ont très bien mis en fait en avant. Ils ont très bien fait ça, je trouve. Mais ouais, effectivement, les gens qui n'ont pas cet œil-là que nous on peut avoir peuvent dire ouais, c'est un gros coup de pub pour certaines marques. Mais ouais. Et après, ce qu'on a tendance et moi j'étais assez étonné dans cette édition-là de voir, parce que là je vois le maintenant du côté business et
ils utilisent aussi beaucoup cette expo. C'est pour ça aussi que la Suisse a fait ses choix. Et c'est vrai qu'on voit l'expo comme étant quelque chose de récréatif, comme tu vas à Universal Studios. Mais il y a toute une partie où il y a beaucoup d'échanges business, il y a beaucoup de meetings, il y a beaucoup d'événements qui, les chambres du commerce, elles sont à fond bien sûr. sur cette expo parce que il y a beaucoup d'échanges qui sont faits du point de vue business durant cette période-là. Bien sûr, c'est clair. Entre gouvernements, entre entreprises, entre écoles, ouais, bien sûr. C'est un bel endroit pour eux pour se réunir, montrer leur savoir-faire et développer des contacts. Ouais, c'est clair. C'est ça. Ouais. Et aussi le Japon, j'imagine qu'ils profitent aussi de faire des échanges bilatéraux avec beaucoup de pays. Moi, j'avais pu vivre la journée suisse. Donc chaque jour, chaque pavillon de chaque pays a une journée dédiée, c'est Celebration Day. Oui. Et j'ai pu faire celle de la Suisse avec Ignacio Cassis, toute la délégation suisse. Excellent. Et effectivement, tu vois qu'ils ont utilisé ces moments-là pour faire pas mal d'échanges, pas mal de liens bien sûr. entre les pays. Donc, des fois, on n'a pas ce regard-là, tu vois. Donc, je me réjouis de voir comment ça évolue avec le temps et comment... J'espère... Ce qu'on n'arrive pas à savoir et à juger, c'est l'impact qu'aurait une expo comme celle-ci sur le long terme. Et en termes de business, en termes de retour, tu vois... je pense que c'est difficile à... c'est toujours un peu... difficile à jauger. Encore difficile à jauger. À quel point Osaka est un peu le centre... ces 4-5 prochains mois par rapport à Tokyo ou d'autres capitales. On verra. On verra dans quelques années si ça... Je pense que c'est un peu comme les JO, tu sais. On ne sait pas vraiment l'impact que ça va avoir avant plusieurs années, ou l'impact que ça a eu, surtout. Les JO, maintenant, ils essaient quand même de garder un maximum des infrastructures pour les réutiliser derrière. Ces pavillons-là, ils sont purement et simplement rasés après. Cette grosse ring, est-ce qu'ils vont la garder pour mettre quelque chose au centre? Ça serait intéressant, hein, parce que ça pourrait devenir une belle attraction touristique. Ah, clairement. Mais pour le moment, c'est pas... C'est pas prévu. C'est prévu d'être démonté. Ils veulent garder une partie. Ouais. Et dans cet espace, ce que j'ai compris, c'est qu'ils veulent faire un casino, mais où, comment, quoi, je sais pas. J'ai pas trop bien compris ce qu'ils souhaitent faire de cet espace. Ce serait dommage, faudrait le réutiliser, je trouve. Moi, je pense aussi, mais c'est vrai que c'est une pièce, c'est un peu comme la Tour Eiffel, quoi. Ouais, c'est une pièce d'art incroyable. C'est dommage qu'elle soit jetée. Recycler le bois et voilà, c'est ce qu'ils en feront, hein. Ce serait dommage. Des maisons. Bon, ça peut être cool de dire un bout de ma maison, c'est l'expo Osaka. Ce qui fait sourire aussi ici, c'est ma belle-mère, elle était toute contente d'y aller parce qu'elle a pu aller aux 2 expos. Celle des années 70. 71, je crois, ou non, 72, quelque chose comme ça, ouais. Non, je crois que c'était 70. C'était il y a 55 ans. C'est l'expo de 70. Ouais. Et elle a pu refaire avec les mêmes copines de classe, parce qu'elle était ado. Et elle a pu refaire la même expo avec ses copines. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Elle trouve que c'est incroyable. Ouais. Et j'ai revu les images de l'expo des années 70. C'était un truc de fou. Ouais, pour ces années-là, c'était... Et là, moi, je trouvais que là, c'était vraiment... Alors... Du point de vue technologie, c'était quand même beaucoup plus poussé. Il y a des choses... j'ai l'impression que... même eux, ils me disent que c'était impressionnant. Je veux dire, de ce qu'elle m'a raconté, c'est qu'elle n'a rien trouvé de... Elle a trouvé que c'était beau, que c'était intéressant, mais rien de nouveau en termes technologiques, tu vois. Alors que dans les années 70, peut-être c'était son regard d'enfant, je ne sais pas, mais il y avait plein de choses qui étaient vraiment innovantes, quoi. Je sais plus, à la télé, ils montraient que c'était la première fois qu'ils mettaient du café en canette. Et tu vois, c'était vraiment pour eux quelque chose de complètement... irréel. Il y en avait plein des exemples comme ça.
Il y en avait vraiment plein. Et, ici, il n'y a pas un élément qui dit, voilà, il y a cette entreprise, bon, peut-être, tu me diras, on dira dans 10 ou 20 ans, on dira, ouais, ça a été... ouais. Mais en tout cas, pour le moment, il n'y a rien qui est mis en avant pour dire, ah, ça, c'est le futur du futur. Non, c'est vrai. C'est beaucoup axé IA, c'est beaucoup axé... alors, nouvelle techno, mais j'ai vu peu de choses sur l'écologie. J'étais un peu... tiens... Alors oui, la planète, voilà, de manière générale. D'ailleurs, le mot de l'expo, la punchline de l'expo, c'est tous ensemble une planète, quelque chose comme ça. Donc, j'ai trouvé assez intéressant, mais c'est peu vu dans les pavillons et autour des pavillons. Donc voilà, non, il n'y a pas grand-chose de très très innovant, en tout cas de ce que j'ai vu. Ouais. Peut-être dans certains pavillons, peut-être un peu plus. Mais... D'ailleurs, l'ancienne expo, c'est un beau parc qui vaut la peine d'aller visiter, qui est au nord-ouest d'Osaka. Mais le parc, il est immense. Ok. Il est immense. Donc... Et là, ils ont construit cette île existait déjà, parce que c'est une île artificielle sur laquelle est l'expo en ce moment. Ils vont la détruire aussi ou... Non, je crois pas. Non. Parc, je crois qu'elle existait. Alors, je vais peut-être dire des bêtises, mais en tout cas, moi, je crois qu'elle existait depuis longtemps. Ok. Après, je pense que c'était un terrain qu'ils avaient à dispo et qu'ils ne savaient pas trop quoi en faire. Grand terrain. Mais les îles sont moins exploitées, moins denses, les îles artificielles, que je dis toutes les îles artificielles, que ce soit sur Kobe ou... je sais pas, elles ont moins bonne presse auprès des Japonais. Et elles ont un problème, c'est qu'elles sont moins bien accessibles. Parce que du fait qu'il n'y ait qu'un seul point d'accès, que ça soit en train ou en voiture, tu perds toujours du temps à aller dans un sens. Oui. Donc, elles ont moins bonne presse. Toi, c'est toujours mieux d'être comme où j'habite, par exemple, d'être proche d'une ligne qui t'amène directement au centre. Là, ça t'amène jamais au centre, ça t'amène dans un coin ça te qui te ramène dans un coin et c'est ça. Pour transférer. C'est ça. Donc, on verra qu'est-ce qu'ils feront avec cette île. Je une fois. Mais pour le moment, il faut y aller. Honnêtement, moi, j'aurais voulu avoir, je pense, 3 jours. 3 jours pour, tu vois, prendre le temps, bien m'imprégner, avoir le temps de me poser. Si je veux manger un truc, pouvoir me poser pendant 1 heure, choisir un endroit pour... Alors, le seul bémol que je vais mettre, c'est nourriture. En termes de nourriture, c'est pas la folie. En termes de choix, de localisation, c'est pas la folie. Après, c'est pas le but non plus. On n'est pas allé au festival. Voilà. Mais voilà, là, je mettrais un tout petit bémol. Mais je pense 3 jours. C'est pour avoir un tempo où tu cours pas 25 km, où tu as le temps de rentrer, de bien apprécier l'intérieur des pavillons. 3 jours, je pense. 2-3 jours. Moi, je compte y aller en tout cas 2-3 fois. Donc, il faut y retourner, c'est sûr. Bon, moi je suis à 40 minutes. Voilà, c'est ça. En transport. Toi, tu prends le métro, tu y es. Donc un peu plus d'occasion d'y aller. C'est sûr. Mais c'est vrai que moi, ça m'a aussi un petit peu... Alors, j'avais une autre image de l'expo de Milan. Mais j'ai compris... Parce qu'à Milan, c'était sur la nourriture. Il y avait un thème autour de... Je me souviens plus exactement du thème, mais si je dis pas de bêtises. Ce qui était vraiment cool à Milan, c'est que chaque pavillon, plus ou moins... Tu pouvais déguster. Tu avais son restaurant. Okay. Donc tu arrivais, tu réservais, puis c'était génial, parce que le matin, c'était midi, tu manges équatorien, puis le soir, tu manges... j'en sais rien, rwandais. Chinois, tu vois, génial. Essayer d'explorer des restaurants. Et ça, je trouvais vraiment incroyable. Et puis, c'était des restaurants avec des équipes vraiment du serveur au chef. Professionnel. Du pays. Du pays. C'était pas... Et ici, il n'y a pas ça. Et chaque pavillon, le français, il y a une petite boulangerie. Le suisse, il y a un petit café. Mais c'est pas... Je crois que tu peux manger un peu de raclette, mais c'est pas une expérience restaurant dans le sens
tu t'assieds, puis tu as un vrai plat traditionnel du pays. Ça, il n'y a pas. C'est plutôt des food courts. Alors, il y en avait quelques-uns. La France avait leur restaurant aussi, boulangerie et resto. Ah, ok. Par un chef français d'ailleurs. Mais la plupart, non, effectivement, pas de restaurant au sein même du pavillon. Non. C'est quelques cas. Je crois l'Allemagne, il y a aussi son restaurant. Ouais. Mais bon, le Canada ou les États-Unis, je crois qu'il n'y a rien de spécifique pour ça. Donc, non. Je ne suis pas rentré dans le Canada. J'avais envie d'y aller. Et puis, quand je suis arrivé à l'entrée, j'ai demandé le temps d'attente. C'était un walk-in, donc je pouvais faire la queue. Ouais. Elle m'a dit, là, maintenant, 3-4 heures. Je fais, oula. Non, t'as bien fait, parce que c'était pas... Ah, tu l'as vu, ouais, celui-là? Je l'ai fait au Canada. C'était quoi le thème? C'était marrant, mais de nouveau, il ne faut pas attendre pour ça. C'était des gros icebergs, une sorte de gros rochers blancs. Tu avais un iPad et tu avais dans l'iPad une projection 3D de ce rocher. Donc il y avait un peu une histoire sur la nature, sur la pêche, il y avait sur la ville, enfin un petit peu ce qui représente, j'imagine, un peu le Canada. Le Canada, ouais. Mais comme tu disais un peu avant, avec l'IA, c'est marrant, mais... Fais pas 3 heures de queue pour ça. Non, je fais pas trop. Par contre, le Innovation Center, là, ça m'a bluffé. Là, j'ai dit, OK, là, les gars, vous êtes allés... J'étais bluffé. C'était pas forcément innovant, mais par contre, c'était tellement bien fait, tellement beau que là, tu te dis, OK, là, ça a un impact. Mais bon, le reste du Canada, bon, c'était pas... Ouais. C'était ni poétique, ni beau, ni incroyable. Donc, tu vois, quand tu es un peu dans cette vague-là, tu te dis... J'ai entendu que les pavillons les plus appréciés, c'est plutôt non pas les pavillons officiels nationaux, mais plutôt, comme tu dis, le Innovation, le Gundam, il y avait quoi d'autre, le Panasonic, il y a celle des... Ah, j'ai fait le Mitsubishi. Bon, c'est des écrans et d'ailleurs, il y a beaucoup trop d'écrans, je trouve, dans ces pavillons. La Belgique, par exemple, très très beau d'extérieur, des finitions incroyables, magnifiques. Et en fait, tu rentres dans diverses salles et puis en fait, tu as des écrans, on te projette un film, en fait. Puis tu te dis, bon, je voulais découvrir ton pays. Enfin, c'est gentil de me le faire découvrir quand je pourrais le découvrir à la télé. Mais tu t'attends à quelque chose d'un petit peu plus dans un pavillon, tu vois. Tu t'attends un peu une expérience, tu t'attends à avoir quelque chose de vrai, de sensoriel, ou tu vois, d'éthique ou de social, ou peu importe le thème. Mais pas juste un film où on te parle de la Belgique. Voilà, c'était un peu dommage, je trouve, c'est trop d'écran. Ouais, c'est ça. Moi, l'opinion que j'en ai, c'est que vraiment, c'est mon style. C'est comment je visiterai l'expo. Si je refais demain sans avoir des billets VIP ou pour rentrer rapidement, moi, je visite déjà tous les pavillons où il n'y a pas de l'attente. Je garde après, comme tu as dit, 2-3 pavillons fin de soirée où tu te dis, là, je peux... Je te squeeze j'y vais, mais je n'attendrai jamais 1 à 2 heures pour... je sais pas, je voyais des gens qui attendaient 1h30 pour l'Autriche. Oui, tu m'as dit, t'es pas terrible. Hein, c'est un piano. Alors c'est cool, c'est un magnifique piano à queue parce que c'est leur savoir-faire. Un petit peu de musique, quelques projections. Deuxième salle remplie d'écrans de nouveau. Je dis ouais. Ok, j'ai bien fait de pas y aller alors. Non, franchement. Et t'as bien fait de me dire parce que je pensais y aller. Ouais, non. Mais t'as bien fait de me dire. C'est vrai que. Enfin, voilà, nous on est un peu du métier, donc on met aussi peut-être le niveau un peu plus haut parce que moi aussi j'ai fait beaucoup de Baselworld, j'ai fait beaucoup de Watch and Wonders et on met peut-être notre niveau aussi un peu plus élevé, mais tu as envie de vivre une expérience. Ouais, c'est ça. Tu as envie que ça soit sensoriel ou que ça soit à l'écoute ou que ça soit
visuel, toucher, voilà, ouais. C'est ça. Ouais, c'est clair. T'as envie de vivre quelque chose, t'as envie de découvrir en fait. C'est ça, c'est ça. S'il n'y a pas, t'es un peu déçu. Ouais, c'est ça. Surtout si t'as attendu 3 heures. T'es un peu penaud comme ça en te disant, c'est un peu comme à Universal Studios, tu sais, tu fais 3 heures de queue, tu fais ton roller coaster ou peu importe, puis c'était bof, puis tu te dis, bon, je saurais pour la prochaine fois. C'est ça. Tu vois, t'arrives tu fais 3 heures d'attente et puis t'as un iPad dans la main, quoi. Je dis, je peux faire l'expérience virtual reality avec mon iPhone à la maison. ou juste un film, tu dis, enfin, qu'est-ce qu'ils ont mis en fait comme ressources là-dedans? Parce que c'est aussi le fait de voir ce qu'un pays a envie de mettre comme ressources. Je ne parle pas de ressources financières, mais de ressources humaines et de temps dans leur volonté de montrer leur pavillon, de montrer leur savoir-faire, leur culture, etc. Et voilà, on va montrer un film sur un écran, ça sera un super film d'animation, on sera dans l'eau avec des baleines qui passeront au-dessus des gens. Alors c'est joli, c'est visuellement joli, mais je trouve que ça amène pas à grand chose, quoi. Il n'y a pas une vraie réflexion derrière, donc. Mais bon, tous les pavillons sont pas comme ça, hein, évidemment. Mais ça reste une très très belle expérience. Et tu disais, on a l'œil, nous, en fait. C'est vrai que moi, quand je rentre, la première chose que je fais, c'est que je regarde les matériaux, je regarde comment ils ont construit le truc. Pareil. Je regarde la qualité, je me dis, mais comment ils ont fabriqué ce truc, mais comment ils font tenir ça comme ça, et ça a dû prendre des centaines d'heures à fabriquer, tu vois. Comme à Universal Studios hier, la partie Nintendo World. C'est un truc de fou, hein. Incroyable. Les gens, ils arrivent, ils mangent et machin. Moi, je regardais les chaises, je regardais les trucs, je dis, putain, j'ai fait un post. Il n'y en a pas une qui est la même. Tu dis alors attends, peut-être qu'ils ont utilisé l'IA qui fait la gravure et qui fait une gravure aléatoire, ou alors il y a un gars qui a vraiment fait à la main, tu sais pas, c'est magnifique, c'est incroyable. J'ai fait un post sur LinkedIn sur le Todd Restaurant, justement. C'est ça m'a choqué aussi, le même regard que toi. Il y a tout, mais absolument tout. C'est fait à la main. Fait sur mesure. Enfin, sur mesure, pas forcément à la main, mais sur mesure. De la chaise à tous les murs, tout le plafond, même des détails. Mais ça, c'est vraiment que nous qui pourrons regarder. La prise électrique, elle est peinte à la main pour avoir le même effet sur le décor. J'étais là. Wow. T'as vu les aérations? Ouais, les aérations en tube de Mario. Non, mais vraiment les vraies aérations. Tu vois, tout peint dans le même râle que le plafond, tout est. Voilà, Et même nourriture, c'est pas incroyable, mais c'est relativement bon. C'est fun. Et puis c'est hyper bien présenté. Hyper bien présenté. Il te propose de prendre ta petite photo. Et le personnel est top. Hein. On dérive un peu de l'expo, on reviendra sur l'expo, mais le personnel dans le parc est déjà top, mais dans le Mario, enfin dans le Nintendo World plus particulièrement, ils ont vraiment poussé la sociabilité des gens qui y travaillent. Ils sont hyper gentils. Ils utilisent. Il y en avait un cash desk. J'ai acheté des goodies forcément pour mes neveux, mes nièces, etc. Et puis juste avant de partir, elle me regarde puis elle fait Let's go. Et c'est exactement le même Let's go que Luigi il dit dans Mario Kart. Et t'es là, mais c'est énorme jusqu'où il pousse le vice, en fait, j'ai envie de dire. Ouais, c'était génial, j'ai adoré le... Bon, on peut switcher un peu sur Universal, mais c'est vrai que... parce qu'on peut clore un petit peu à l'expo, je pense qu'on a fait un peu de toute façon tout le tour globalement. Tu voulais parler un peu d'éclairage dans l'expo? Non, j'irais éclairage plutôt de manière générale, au Japon. L'expo, je ne l'ai pas vu de nuit, mais l'éclairage un peu au Japon. Mais peut-être on revient sur Universal. Moi j'ai été choqué comme toi. C'est les détails. Je dis, mais comme tu dis, moi j'imagine la même chose. J'imagine le menuisier quand il fait ça. Et même j'ai fait des photos avec mes enfants avec Donkey Kong. Mais
le personnage. Mais la fourrure. Le détail, c'est incroyable. Mais tout ce parc-là, il est ouf, je trouve. Les attractions un peu bof. Je sais pas, t'as fait Mario Kart? Non, avec les enfants, on a fait parce qu'ils pouvaient pas, mais on a fait Yoshi. Ouais. Mais ça, à nouveau, attendre 3 heures pour ça. Non. Maintenant, on commence à être pro. Ma femme, elle a bien étudié le truc. Et cette fois, on a vraiment, avec l'application, bam, fast track, ok, tel jour, tu vas direct. Tu arrives à trouver des combines pour éviter d'attendre 3 heures. Tu prends les passes express? Non, même sans payer. T'as les single line, les fast line, etc. Ouais. Tu as des fois des tickets qui sont un peu... donné, puis tu peux reprendre un autre. On essaye d'un peu éviter d'attendre trop longtemps. Mais c'est vrai que là, pareil, c'est parc comme Universal, mais le niveau de détail, le niveau... Même pour aller au parking, j'ai voyé enlever chaque petite feuille sur l'arbuste. Ils étaient 5. J'étais là. Waouh, ok. Tu vois, vraiment, le niveau de détail des gens qui doivent travailler là-bas, c'est la folie. Et ça, c'est propre au Japon. Hein. Parce que moi, j'ai fait l'Universal Studio de Orlando. C'est pas pareil. C'est vrai. Non, c'est pas pareil. Je me souviens pas, ça fait trop les longtemps. Américains, ils n'ont pas le même sens du détail que les Japonais, je te le dis. Hein. Bon, à Disneyland Paris, par contre, du point de vue paysager, au nettoyage, ça, c'est nickel. C'est nickel. Vraiment... ça, c'est les Disneyland. C'est un peu la marque de fabrique. C'est toujours... c'est un peu, tu dois être un peu dans un dessin animé, en fait. C'est ça. Pour que ça soit parfait. Orlando, c'était pas le niveau de Osaka. D'Osaka. Pas à ce niveau-là. J'adore ces décors. Tu sais, je suis tout le temps en train de toucher, moi. Les gens, ils me regardent, mais pourquoi tu touches un mur? En fait, je touche pour savoir si c'est du plâtre, du bois, je te comprends. Du composé, du machin. Je regarde le sol, je regarde les... Tu vois, moi, je suis comme ça tout le temps. Les gens, ils sont à fond dans leur truc, moi je suis comme ça. C'est cool, c'est un bon parc. C'est un bon parc sympa. Avec des belles attractions. Si je peux donner un conseil, n'achetez pas le pass express. Je l'ai payé 18 000 yens. Ça fait 100 francs. 100 balles. 100 balles. Plus tu dois encore payer l'entrée générale. Et en fait, je me suis rendu compte que les single tracks, ça va quasiment aussi vite. Peut-être 10 minutes, 20 minutes, peut-être une demi-heure d'attente en plus. Donc, tu sais, moi j'étais là avec mon Express Pass et puis je voyais les singles parfois me passer devant. Je disais... Donc voilà, si j'ai un conseil, c'est si tu es seul, prends pas de pass express. À partir du moment où tu es en famille, c'est beaucoup d'attente quand même. Comment il s'appelle, Donkey Kong, il y a un moment, ça affichait 280 minutes d'attente. C'est la folie. Ça fait 4 heures, ça fait 5 heures. Tu dis, mais t'as pas 5 heures à passer pour faire... En plus, il a pas l'air génial. Je l'ai pas fait parce que voilà. Il avait pas l'air génial plus que ça en plus. Pourquoi tu vas te faire 5 heures d'attente? Bon. Mais c'était top. Là aussi, j'ai marché. C'est grand aussi. Hein. Ouais. C'est grand. Alors, c'est rien comparé à l'expo. Hein. C'est vrai. Je pense qu'il met 3 fois Universal dans l'expo. Hein, c'est vrai? Ouais. Tu penses? Je sais pas. Mais c'est grand aussi. Hein. C'est grand, mais... C'est pas aussi grand, mais c'est vrai que c'est grand. Moi, je me suis bien amusé. J'ai acheté J'avais ma petite casquette, casquette Mario. J'ai acheté le petit diadème avec les 2 Toads, le vert et le rouge. Je me baladais comme ça dans Universal, c'était cool. J'ai passé un bon moment hier aussi. C'est sympa. Belle, et les spectacles sont cool aussi. Waterworld et quelques spectacles qui sont sympas aussi. Détective Conan, t'es allé le voir? Non, tout ce qui est 4D et tout ça, moi ça me fout la...
Donc, je comprends. je suis pas trop fan. Puis de toute façon, j'ai des enfants en bas âge, donc nous, c'est plutôt Snoopy. Oui, c'est ça. J'ai des photos. Wonderland. J'ai des photos avec Hello Kitty, avec les mignons. Avec les mignons, ouais. J'ai tous les personnages. Ouais. Mais ça évoluera avec l'évolution de leur âge. Oui. Et du coup, tu iras voir d'autres zones au fur et à mesure, parce que c'est un parc qui peut se visiter plein de fois. Et Universal, ce qui est incroyable, moi je l'ai vécu il y a 10 ans, ça a un petit peu évolué, mais c'est vraiment le moment de l'Halloween. Ah et ouais, ça doit être génial. Donc déjà qu'ils vont loin au niveau du détail, mais c'était un truc de fou, vraiment de fou. Niveau déco et tout. Donc il commence à faire nuit, et à part la zone enfant, tout est quasiment éteint, ou à 10% de lumière. Donc tu es quasiment dans la nuit. Ah ouais. Et c'est des hordes de zombies. Mais quand je dis hordes, ils sont 20, 30, 40 qui passent comme ça, hyper bien maquillés. Oh, les jetons. Et ils mettent des voitures en travers avec des cônes. Style Walking Dead. Hyper bien fait. 28 jours plus tard. Avec la musique. Et il y avait même des explosions avec des flammes sur les bâtiments. T'es là, ouais, les gars, vous êtes allés vraiment. Et pour dire jusqu'à quel niveau de détail, le gars, ils arrivaient avec une tronçonneuse sans la chaîne. Ouais. Bam, 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 comme ça. Elle tournait vraiment. Elle tournait vraiment. Le gars, il marchait, l'autre avec des battes cassées. Vraiment. Et il arrivait comme ça avec sa batte. Bam, 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 bam. Il prend un gars, il le met sur la voiture, il le tronçonne. Il y avait vraiment le sang qui se comme ça, qui sortait. Il avait des poches de sang et tout. What? Vous avez vu? Génial. Vous allé jusque-là? Il y avait des femmes devant les maisons, une zone un peu maison ancienne, un peu village américain. Oui. C'était comme ça devant, un peu jeune fille avec le hyper bien maquillé qui te regarde comme ça. J'étais là. Le Philippe. Vous êtes allé vraiment. Universal Studios, hein, c'est. Non, vraiment. C'est le movie. Si vous pouvez faire pendant le Halloween. Alors, le Halloween à Universal, ça dure 3 mois. Hein. C'est vrai. Tu m'étonnes, ils font pas tout ça pour rien. Hein. Donc, Noël, ça dure 3 mois. Halloween, ça dure 3 mois. Non, je sais plus, mais c'est genre, ça commence en septembre, puis ça finit en novembre. En novembre, pour donner un ordre de grandeur. Tu vois, toutes les équipes qui doivent travailler là-dessus, tu vois, les costumes, les maquillages, toute la gestion de projet pour aboutir à ça. Et ils le font pas pour un week-end comme on le fait chez nous. C'est pas, tu vois, les acteurs, les figurants, tous les soirs, il faut les remaquiller, c'est un boulot fou. C'est gigantesque. Mais que c'est vraiment bien fait, juste vraiment dans le détail. Et c'était tellement drôle parce que tout d'un coup, t'as cette horde de zombies qui arrive. Bam, ça s'arrête. Ils mettent Michael Jackson Thriller. Ils commencent à danser de Thriller à 10-15 zombies. Et vraiment, super expérience. Et c'est cool parce que c'est une expérience qui est pas. T'as pas besoin d'être dans une comment dire. C'est dans la rue, tu vois. T'es vraiment dans l'extérieur. Dans l'espace. Dans l'espace. Et donc génial. voilà. Ceux qui vont à Universal. Et Universal n'est pas loin d'Osaka, c'est à 30 minutes, 40 minutes depuis le centre. Depuis le centre, j'ai mis une demi-heure en métro. Donc on y est vraiment vite. Suivant où tu es à Osaka, c'est une ligne qui t'amène directement à Universal. Exact. La bleue, là, je sais plus. Exact. Ouais. Ok, puis bon, allez, les dernières petites 10 minutes, 5 minutes sur l'éclairage. Comment t'as un peu le regard que tu as ou quel retour Alors c'est extravagant le Japon au niveau éclairage. De nouveau, tu sais, moi je suis pas allé pas encore dans les montagnes, dans les villages, etc. Donc j'ai pas encore cette vision-là. J'ai la vision de Tokyo parce que j'y ai passé 5 jours. C'est la ville lumière. Il y en a partout. C'est des grandes enseignes. Les bâtiments sont tout le temps illuminés, etc. Il y a beaucoup d'éclairage. C'est beaucoup de l'éclairage d'extérieur et de l'éclairage de signalétique. Mais en même temps, tu as aussi les petites... je sais pas si tu en as là, non, les petites lanternes. Ces rues où c'est illuminé quasiment qu'avec des lanternes, ce qui est magnifique, les blanches, les oranges. Mais c'est beaucoup d'éclairage, Tokyo.
C'est vrai que c'est le même constat. Ouais. J'aime bien dire que ça, alors l'éclairage, mais même dans le design, dans l'approche, le Japon, c'est quand même très contrasté. On peut avoir quelque chose d'ultra minimaliste, un design vraiment hyper clean, hyper étudié, puis des milliers d'enseignes partout. Et dans l'éclairage, c'est la même chose. Tu as vraiment balance de la couleur, de la lumière partout. Et j'ai vu des restaurants d'un niveau de détail en lumière et en design qui tamisé, contrasté, incroyable. La petite touche là où il faut, pas ailleurs. Des niveaux que j'ai rarement vus en Europe, même en retail. Donc vraiment, des restaurants, des fois que je suis incroyable jusqu'où ils vont dans le concept, tu vois. Et ici, c'est tout du contraste comme ça. Tu peux avoir ça, et puis droit derrière, tu vas avoir un restaurant hyper mal éclairé. Il y en a beaucoup aussi. Tu es là, mais qu'est-ce que tu as fait avec tes lumières là? Changez ça. Après, le retail, c'est hyper. C'est du 4000K, voire même plus, 6000. Il y a des endroits où je dis, oh là là, ils doivent avoir mal à la tête, les gens qui bossent là. C'est horrible. C'est des boîtes blanches, en fait, tu vois. Parce qu'on essaie de faire un petit peu moins maintenant dans notre métier. D'être plus dans le contraste, plus dans de nouveau pour que ton œil soit attiré par certains endroits. Mais comme tu dis, le plus pour moi, les éclairages les plus beaux sont en règle générale les éclairages dits commerciaux, restaurants et hôtels. C'est là où pour moi tu as une vraie réflexion sur l'éclairage. Le retail, tu vas dans une boutique horlogère, voilà. Après, tu vas dans des boutiques comme Louis Vuitton, c'est beaucoup plus travaillé, comment elle s'appelle, pas Tiffany, mais les autres, là, un des groupes LVMH. C'est beaucoup plus travaillé, ça travaille beaucoup plus sur le contraste, sur les atténuations, sur les lumières indirectes. Tu vas dans une boutique d'une autre grosse marque horlogère, c'est une boîte blanche. Donc c'est... Voilà, le retail n'est pas forcément là où on a les plus beaux éclairages. On a des éclairages très précis et très spécifiques, mais les restaurants, comme tu dis, c'est là où souvent tu es waouh, l'éclairage, incroyable. Et ici, les restaurants et les coiffeurs. Ah, je ne vais pas rentrer dans un coiffeur. Mais, non, mais moi non. Enfin, je suis déjà allé chez un coiffeur ici, mais ce qui m'a toujours choqué chez les coiffeurs, c'est qu'ils vont hyper loin dans le design. Donc, il y a vraiment beaucoup de compétition. Ah ouais. Et t'en trouves des coiffeurs en termes design, lumière, tout est hyper bien étudié, très choisi, très... Ah, c'est vrai. Ouais, c'est incroyable. Je serai attentif si je passe à côté. De tous les styles, hein, bien sûr, comme les restaurants. Mais ici, ça m'a toujours frappé à quel point ça peut aller très loin dans le détail. Mais détail dans un restaurant, pour que les gens comprennent, vraiment, c'est logo, assiette, chaque élément. Tout va ensemble. Il n'y a pas... Des fois, pour des questions de budget, en Europe, on a tendance à limiter. Voilà, on ne va pas pouvoir mettre autant pour un éclairagiste, on va pouvoir mettre autant pour un beau mobilier. Là, tu vois que presque tout est sur mesure. Voilà, ils y vont, hein. Tout le plafond, tous les détails, toutes les peintures, tous les accessoires, toutes les chaises, tout est soit semi-sur mesure, soit sur mesure. T'es là, waouh, quand même, bravo. Et ils mettent le paquet, hein. C'est vrai. C'est ultra concurrentiel, certains domaines. Donc il faut, voilà, si tu as ton concurrent direct qui fait ça, tu es un peu obligé de le faire aussi. Parce que je pense que c'est un pays où ils sont pas mal attirés par le visuel, par le design, plus que par le service ou par la nouveauté, plus que par la qualité du service. Tu vois, un bon coiffeur et un très bon coiffeur, ils iront quand même chez le bon si le lieu est plus propice, match mieux avec ce qu'ils aiment. Je pense qu'ils sont un petit peu comme ça, alors qu'en Europe, on a plus une culture de la qualité du service. Enfin, une culture, c'est pas vraiment une culture, on est très exigeant, à tort ou à raison. Mais on veut un meilleur service level, quitte à avoir un design un petit peu moins bon. C'est qu'ici, le service, il est de toute façon top. Si ici, le service n'est pas élevé,
tu meurs. Il Ouais. n'y a pas d'entre-deux, quoi. Ouais. C'est comme en restauration. Ici, si c'est pas bon, tu fermes dans boutique. 2 mois, tu fermes boutique. Il n'y a pas d'entre-deux, tu vois. Il n'y a pas de niveau intermédiaire. Ouais. Et c'est vrai que l'autre chose qui m'a aussi, une anecdote qui m'a fait rire ici, c'est les boutiques qui font du monoproduit. Donc, je sais plus, je me souviens toujours de cette boutique dans l'arcade principale à Shinsaibashi, l'arcade commerçante, la grande. Il y avait une boutique qui avait une queue de 10-15 minutes sur un boulanger qui fait le pain carré. Il fait que ça. Il fait du pain 2 carré. types de pain carré, ou même peut-être que un. Et tout est étudié jusqu'au millimètre. Tu as la petite enseigne blanche, le petit plateau en bois, le logo japonais, même lâcher le pain, c'était devenu une expérience. C'est génial. Le sac magnifique, l'emballage du pain, le sac, la petite carte. Puis bon, j'ai dit, allez, je fais l'expérience, j'achète, je sais plus, c'était 700 yens. Toi, déjà, le pain carré à 800 yens. Tu as à la maison, bon. Il était bon? Ouais, c'était du pain carré. C'était du pain, quoi. Il était juste carré avec un joli sac. C'était un bon pain carré. Mais pour dire jusqu'où... Et ça, il y en a plein. Pur marketing. Pour le cannelé, pour les plutôt confiserie. Je sais plus, il y avait une boîte qui fait que des espèces de tartes à plusieurs goûts, mais pas beaucoup, juste 3-4 goûts comme ça. Ils ont un concept ultra design, ultra réfléchi. C'est génial. Ça m'a toujours impressionné. C'est comme ça qu'ils vendent leurs produits. Hein. C'est pour se démarquer. Je mettrai 2-3 photos si je retrouve. Ok, bon, je pense qu'on peut conclure. Merci pour cet échange. Merci à toi, c'était très cool. On se reverra pour un prochain épisode. J'espère. Allez, à bientôt. Ciao. Encore 1000 merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Et comme toujours, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!